Bonjour à tous, l'information officielle c'est sur RTI 1, tout de suite les titres de ce journal. Une délégation d'entreprises allemandes a rencontré le Premier ministre Robert Bögré-Mombe, une séance de travail pour explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans le pays. Les différentes parties ont discuté de la possibilité de travailler sur des domaines comme l'agriculture, la santé et les énergies renouvelables. Le gouvernement veut lutter contre le gaspillage de l'énergie dans les administrations publiques. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a lancé mardi une campagne de sensibilisation à l'endroit de celle-ci. 25%, c'est l'énergie consommée durant les heures d'inoccupation dans les bureaux. Un gaspillage qui s'élève à 11 milliards de francs CFA. Et puis, positif au Covid-19 et fragilisé dans le camp démocrate, le président américain Joe Biden interrompt sa campagne de terrain. De nouvelles voix démocrates demandent au président de renoncer à sa candidature pour un second mandat face à Donald Trump. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 et on démarre avec les activités du chef du gouvernement. Une importante délégation d'entreprises allemandes est en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré mardi le Premier ministre Robert Bögré-Mombe. Avec lui, les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Reportage. C'est une séance de travail qui permettra d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Cette délégation d'investisseurs allemands a rencontré mardi le Premier ministre Robert Bögré-Mombe. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dans lequel on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques pour créer des entreprises, aussi peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Les secteurs visés sont entre autres l'agriculture, la santé, la formation des jeunes et les énergies renouvelables. La rencontre intervient en marge de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en Côte d'Ivoire, dans l'optique de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. On s'intéresse maintenant aux questions militaires avec l'amphithéâtre de l'Académie des forces armées de Zambakro qui a abrité hier mercredi la cérémonie de remise de brevets aux auditeurs du 5e cours d'études supérieures de défense. Des auditeurs qui, après 10 mois de formation, ont reçu leur parchemin et un signe des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara. Communément appelé École de guerre, le CESD a été créé en novembre 2020. Il constitue pour l'heure le plus haut niveau de stage militaire organisé en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise d'épaulettes se déroule en ce moment même à Zambakro, à Yamoussoukro. Une nouvelle caserne de gendarmerie, le projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'association Cojinta a été inauguré par le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale était accompagné d'une délégation de l'Union européenne. La nouvelle infrastructure vient prévenir le risque terroriste dans le nord du pays. Le reportage d'Emmanuel. Avec la montée de l'extrémisme violent dans la région du Bunkani, la ville de Bouna vient d'être dotée d'une caserne de gendarmerie territoriale. Fruit du projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire Sécu-Nord, financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'association Cojinta, cette caserne dotée d'infrastructures modernes va améliorer les conditions de travail des gendarmes et va renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Ce projet qui en fait vise à appuyer la Côte d'Ivoire à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le Nord, est financé par l'Union européenne à hauteur de 3,5 millions d'euros, donc l'équivalent de 2,3 milliards de francs CFA, et vise à améliorer la sécurité publique de la région du Bunkani et à renforcer la confiance de la population vis-à-vis de l'État dans la région. Réceptionnant les clés de cette caserne, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, a exprimé sa gratitude à l'Union européenne pour cette infrastructure. On ne peut être que heureux et fier
de recevoir ces infrastructures, ces véhicules et d'autres matériels de travail que nous allons utiliser. D'ailleurs, le ministre de la Défense, que je représente ici, m'a instruit de faire de sorte que tout ceci soit correctement utilisé au profit de la population. Bâtie sur une superficie d'1 hectare, la caserne comprend plusieurs services. Une compagnie territoriale, une brigade territoriale, une brigade de recherche, une cellule antidrogue, un peloton de surveillance et d'intervention, ainsi qu'une maison de confiance et de protection de la famille. Pourquoi une maison de confiance ? Tout simplement parce que il y a en particulier dans la région une plateforme des violences basées sur le genre et qu'il a paru intéressant quand ça a été proposé au général commandant supérieur de créer une unité spécifique plutôt dans un rôle préventif pour appréhender les violences basées sur le genre, pour appréhender les problèmes de déviance de comportement chez les jeunes. Voilà. Pour faciliter la mobilité des gendarmes et pour garantir leur sécurité, l'Union européenne a offert 10 véhicules de type 4x4, des motos et des équipements de protection individuelle tels que les gilets pare-balles et des casques, ainsi que d'autres matériels essentiels pour le bon déroulement des opérations. Les acquis et les réformes entreprises par l'ONESI dans le cadre de la modernisation de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire ont été partagés avec la presse. 2 heures d'horloge durant, Ago Christian Kodia a exprimé les missions de son institution. La lutte contre la fraude documentaire et la mise en place du fichier unique sont des sujets qu'il a également abordés. Sarah Temene, Souleymane Donisongou. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, veut faire de ces avancées technologiques un outil essentiel pour améliorer ses services auprès des usagers. On est parti du constat que l'état civil déjà lui-même est en difficulté parce que basé sur des moyens rudimentaires, des registres, des papiers, et n'était pas centralisé. Donc à partir de ce constat, il était question maintenant de faire une identité basée sur un registre national des personnes physiques, RMPP, beaucoup plus fiable, sécurisé et qui va permettre aux administrations de procéder maintenant à la dématérialisation de tous les processus administratifs que le citoyen doit effectuer. L'ONESI présente ce jour ses avancées et innovations à l'effet d'assurer la fluidité et la transparence dans les opérations des tâches. Notre objectif, c'est vraiment de hisser la Côte d'Ivoire aux normes internationales les plus élevées possibles en matière de fiabilité de l'identité. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, la carte nationale d'identité, par exemple, est aux standards internationaux et fait partie des cartes les plus sécurisées au monde et respecte toutes ces normes. Donc nos documents d'identité ne circulent pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous puissions respecter les normes internationales. Mais aussi la fiabilité des documents qui sont liés à l'identité d'une personne, notamment le document de base qui est l'extrait date de naissance. Et faire en sorte que ce document-là soit le plus fiable possible et qu'on puisse avoir la crédibilité nécessaire qui engage l'État de Côte d'Ivoire dans l'identification des personnes. Cette communication sur les avancées et l'innovation va permettre de rapprocher les populations et promouvoir l'efficacité dans le traitement de l'état civil. En Côte d'Ivoire, 25% de l'énergie consommée globalement se déroule pendant les heures d'inoccupation. Les études pointent du doigt les administrations publiques. En 2023, la facture d'électricité de ces dernières s'est élevée à 11 milliards de francs CFA. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie vient de lancer une campagne de sensibilisation. Mamadou Sangafoa Koulibaly appelle à adopter les bons réflexes. Les explications de Lansine Bakayoko. Cette campagne de sensibilisation vise prioritairement les administrations publiques. Le constat effectué par le ministère en charge de l'énergie révèle que l'éclairage et la climatisation sont utilisés de façon inappropriée et non économique dans les bâtiments publics. Les lumières restent allumées pendant des heures d'inoccupation des bureaux, c'est-à-dire à la descente et souvent durant le week-end. La climatisation reste également en marche pendant ces mêmes périodes à des températures très basses, à moins de 20 degrés Celsius, souvent 16 degrés. Plus de 11 milliards de francs CFA payés en 2023 pour régler les factures de l'administration. La situation est d'autant préoccupante que la demande intérieure d'énergie croît de plus de 10% par an. Demande qui n'est pas en adéquation avec l'offre. Conséquence, de fortes pressions sur les coûts de production ainsi que sur les finances publiques. Selon Mamadou Sangafoa Koulibaly, la situation appelle à multiplier les actions d'optimisation de la consommation
afin de réduire les pertes et éliminer les gaspillages de l'énergie. C'est dans cette perspective que l'État a entrepris des actions sur une meilleure maîtrise de la demande intérieure, dont l'étiquetage énergétique des lampes électriques, des climatiseurs et des réfrigérateurs, les audits énergétiques des gros consommateurs des secteurs industriels, résidentiels, transports et des services qui sera également opérationnel en août 2024. Au titre des mesures anticipatives, les investissements privés et publics projetés à l'horizon 2030 s'élèvent à 5 000 milliards de francs CFA. Près d'une semaine après sa prise de fonction officielle, le directeur général de la RTI par intérim a rencontré l'ensemble du personnel. Une prise de contact pour Jean-Martial Adou, qui a aussi partagé sa vision afin de booster le moral des travailleurs. Le compte-rendu de Malika Koulibaly. C'est une rencontre attendue. Elle souffle un vent nouveau. Jean-Martial Adou face aux agents de la RTI, 6 jours après sa nomination. Une prise de contact qui jette les dés sur la gestion de la Maison Bleue les mois à venir. Il prend ainsi les rênes du premier média audiovisuel du pays dans un contexte concurrentiel. J'ai une mission, celle de contribuer à rendre cette maison fière d'elle-même dans le nouvel environnement que nous connaissons. L'environnement libéralisé du secteur audiovisuel. Je sais qu'un environnement libéralisé n'est pas du tout comparable à un environnement de monopole. Dès cet instant, il y a des mesures que chaque entreprise qui opère dans ce nouvel environnement doit prendre. La RTI devait s'adapter à ce nouvel environnement, prendre des mesures idoines, disons, pour faire face à la concurrence. La RTI a ce devoir si la RTI veut continuer à vivre. Gestion des ressources humaines, révalorisation des salaires, autant de points qui suscitent la curiosité des agents face à leur nouveau directeur général. Il faut faire une réorganisation interne si on veut que notre maison survive. Il faut créer des synergies de sorte que la ressource humaine soit mieux exploitée. Je vais travailler en sorte qu'il y ait des procédures internes. Il faut créer de la motivation parce que quand on travaille, si on veut être efficace, il faut cette sécurité. Pour nous-mêmes, ça me paraît indispensable. Je serai intraitable, exigeant sur le travail. Mais quand on a dit ça, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. C'est les équipements qu'il faut pour que vous soyez efficace. Ne perdons pas de vue qu'à partir de octobre, si ce n'est déjà fait, on a des challenges à relever. On rentre en année électorale. Les politiques seront sur le terrain. Et dans notre système démocratique que nous défendons, le service public a le devoir de les accompagner. Être partout où ils sont. Il faut qu'on fasse une évaluation réelle de nos besoins et qu'on présente cela au gouvernement. Créer des synergies afin que les ressources soient mieux exploitées, les questions de mutualisation et la révalorisation salariale, autant de points abordés. Venus en grand nombre pour cette première rencontre, les agents apprécient la démarche. Il nous a expliqué exactement comment ils comptent travailler avec donc, toutes les compétences et respecter donc, les engagements pris par la RTI. Je pense que ça dénote de quelque chose de positif. On a eu l'honneur et le privilège d'échanger avec notre nouveau directeur général pour voir bien sûr cette nouvelle dynamique dans laquelle la RTI se lance. Ça a été donc un moment fructueux. Après l'ensemble du personnel de la RTI, Jean-Martial Adou entend multiplier les rencontres avec les différents départements. On parle maintenant de santé communautaire. 18 objectifs de communication répartis
74 activités. C'est le plan de communication qui a été présenté à la presse. Un plan stratégique national de santé pour un montant global d'1,3 milliard de francs CFA. 2 plans qui seront financés par le gouvernement et les partenaires techniques au développement. L'éclairage de Didier Nguessan. La santé communautaire contribue à créer le pont entre les politiques publiques de santé et les citoyens membres d'une collectivité, en vue d'atteindre les objectifs de santé au dernier kilomètre. La direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé présente son plan de communication et son plan stratégique national 2022-2025. Le plan de communication a été conçu pour renforcer les interventions communautaires en matière de santé, améliorer la santé de tous les citoyens ivoiriens. Il vise à mettre en œuvre les axes stratégiques définis par le gouvernement en renforçant le cadre institutionnel et organisationnel de la santé communautaire. La mise en œuvre des 2 plans sur les années 2024 et 2025 est estimée à 1,3 milliard de francs CFA financés en partie par les partenaires, notamment Result for Development. Le ministère de la Santé attache du prix à la communication sanitaire. La communication, nous le savons tous, joue un rôle crucial dans la réussite de ces plans. En effet, il est primordial de sensibiliser, d'informer et de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté pour qu'ils s'approprient les enjeux de la santé communautaire et contribuent activement et efficacement à sa promotion. La direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé assure la planification, la coordination de la mise en œuvre, le suivi et évaluation des interventions communautaires. Dans le domaine des recherches scientifiques, un foyer amélioré baptisé TICA est en cours d'élaboration. Il est le fruit du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, en partenariat avec une structure canadienne. Le programme aura pour but de remplacer les systèmes de cuisson traditionnels à base de bois. À long terme, il devrait réduire la pression sur les ressources forestières et alléger le travail des femmes africaines. On en parle avec Jean-Marc Djadji. Fini les fourneaux traditionnels avec des fumées nocives. Un nouveau projet vient d'être lancé pour permettre aux femmes rurales de cuisiner dans de bonnes conditions sanitaires et environnementales. Il s'agit des foyers TICA, un programme à l'initiative du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, cofinancé par les Affaires mondiales Canada et le CRDI. Les foyers TICA garantissent 60% de bois de chauffage en moins et 40% de charbon en moins dans les ménages. Une opportunité pour promouvoir l'accès des ménages du pays aux technologies. L'idée, c'est de faire en sorte de moins polluer. Pas de réduire, d'annuler totalement, mais au moins de réduire ces quantités donc, de carbone ou ces quantités donc, de fumée qui sont nuisibles donc, à la santé. Alors, il faudra tout au long du processus sortir des évidences scientifiques qui montrent qu'effectivement, si on apporte une technologie, qu'on allège les activités non rémunérées des femmes au foyer, cela va permettre qu'elles puissent valoriser ce temps-là avec des activités génératrices de revenus. Le projet pilote d'utilisation des foyers améliorés TICA en Côte d'Ivoire a une durée de 36 mois. Il envisage fournir des données sur la charge de travail non rémunérée des femmes dans les zones rurales de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait un bond en avant dans la transformation de ses matières premières. À Grand Bérébi, une usine de transformation de caoutchouc naturel vient d'être mise en service. Elle va produire 120 000 tonnes par an. C'est une correspondance de Sam Kona. Une usine de transformation de caoutchouc à Pont-Nero, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, d'une capacité de production de 120 000 tonnes par an, avec 400 emplois directs et 200 indirects, l'usine Mélande Ra Ruben est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. L'inauguration de l'usine de transformation de caoutchouc à San Pedro est de nouvel acquis de la coopération amicale sino-ivoirienne qui contribuera à renforcer la capacité de transformation locale de caoutchouc, permettant ainsi de tirer pleinement profit de la chaîne de valeur mondiale et d'apporter sa part de contribution à la réalisation du plan
du développement national 2021-2025. Nous nous réjouissons donc de cette cérémonie de ce jour, qui certainement donc ouvrira la porte à d'autres, puisque je sais qu'il s'agit de 11 unités et nous ne sommes qu'à 4, donc il reste encore 7. C'est pourquoi je voudrais donc inviter les autorités donc, du Bas-Sassandra à saisir cette opportunité, à faire en sorte donc que le Bas-Sassandra, particulièrement San Pedro, soit donc cette tête de pont de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour le ministre-gouverneur Philippe Ligri, le Bas-Sassandra va saisir cette opportunité avec les atouts dont il dispose. Venez investir ici. Venez investir, vous serez en paix. Plus de 40% de la production de cacao vient d'ici. La majorité de la production de BA vient d'ici. Venez ici pour construire l'usine de fabrication de pieds. La grande majorité de la production de palmiers à huile vient d'ici. En matière de tourisme, il y a la forêt. Ici, vous avez un port qui a des quais qui sont adaptés. Et ici, vous pouvez facilement écouler vos produits. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine a atteint une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. La 3e édition du sommet de l'élevage CELAB Live Stock Show aura lieu du 22 au 24 novembre prochain et ça sera au parc des expositions d'Abidjan. Le lancement officiel de l'événement a eu lieu jeudi dernier. 400 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus pour 72 heures d'échange et de partage de bonnes pratiques sur les questions animales et halieutiques. Plus de détails avec Dangui Dangui. Rentabiliser votre élevage. C'est le thème de la 3e édition du sommet de l'élevage lancé ce jeudi et en dit long sur les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée en matière d'élevage. Faible productivité, maladies animales, le changement climatique et l'accès limité au marché. Le secteur de l'élevage ivoirien souffre de nombreux problèmes et les autorités ne se le cachent pas. Mieux, en choisissant le Brésil, réputé géant de l'élevage mondial, comme invité d'honneur de cette 3e édition du sommet de l'élevage, la Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur le savoir-faire, les bonnes pratiques de ce pays en matière d'élevage. Le Brésil est passé au moins de 40 ans d'importateur d'aliments à un des plus gros exportateurs du monde. La productivité de l'élevage au Brésil est liée à l'évolution de recherche scientifique, de l'amélioration génétique, au contrôle de la qualité sur toute la chaîne de valeur qui sont des facteurs très essentiels. Pour mieux capitaliser ces expériences brésiliennes en matière d'élevage et les opportunités qu'offre cette 3e édition de ce sommet, le ministre Sidi Timoko Touré de lancer cet appel. Nous invitons les investisseurs nationaux et internationaux à saisir cette opportunité unique pour explorer les potentialités énormes et immenses du secteur de l'élevage en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Un appel est également lancé aux pays voisins, étrangers, pour la création de pavillons d'entreprises spécialisées dans l'élevage et de la production animale afin de permettre à leurs entreprises d'explorer le marché ivoirien. La 3e édition du sommet de l'élevage CELAB Livestock Show, c'est du 22 au 24 novembre 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Ce sont entre autres 400 exposants, 50 000 visiteurs attendus, 15 panels, 3 jours de conférences et 60 espèces animales. On parle maintenant d'éducation avec un prix d'excellence scolaire qui célèbre sa 8e édition à Divo. 524 élèves du premier cycle des villages impactés par 3 mines d'or ont reçu des prix. Il s'agit pour les initiateurs d'aider les parents à assurer la prise en charge scolaire de leurs enfants. Le commentaire de Godefroy Okambawa. La mise en place de ce prix d'excellence s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'éducation de base du groupe minier. Cette année, 524 élèves issus des villages installés autour des mines d'or sont récompensés pour leurs résultats. La meilleure des meilleurs élèves ayant obtenu le certificat d'études primaires est l'élève Kwasi Ornella. Elle reçoit le prix spécial en numéraire, une bourse, un kit scolaire et un diplôme d'honneur. Au nom de mes camarades lauréats, je prends la parole pour vous dire un grand merci pour l'honneur que vous nous faites ce matin. Merci pour ces dons qui nous apportent ce matin la joie de vivre, car vous venez de montrer à travers ces guides que vous êtes nos bienfaiteurs.
Chaque année, depuis 2016, les 3 meilleurs élèves de chaque niveau des écoles primaires des villages impactés sont primés. Pour les responsables, seule l'éducation des enfants pourra assurer leur avenir et celui de leur communauté. En faisant cette cérémonie, on met l'éducation de nos enfants au centre de nos préoccupations, pour la simple raison que c'est la fondation d'une nation. Chers parents, je vous engage à faire en sorte que ces enfants que nous avons vus ce matin ici, qui ont été primés devant nous, ne dévient pas de leur trajectoire scolaire. Pour que demain, vous puissiez récolter les doux fruits de leur réussite. À cette occasion, les meilleurs enseignants et directeurs d'école sont aussi primés. L'école la plus propre a reçu également un appui. Les élus locaux de la commune de Korogo multiplient les actions en faveur des femmes. Plusieurs d'entre elles ont reçu de nombreux cadeaux pour célébrer leur courage. Des femmes qui ont été sensibilisées sur les dangers de l'extrémisme violent dans la région de Poro. C'est Kwasi, Jean-Marc Gadji pour le commentaire. Pour ce 4e rendez-vous, la députée Madjara Koulibaly et ses sœurs de la région du Poro renouvellent un pacte qui dure depuis des décennies. Le leitmotiv, la solidarité pour leur autonomisation. Cette année encore, la fête est meublée de cadeaux pour les meilleurs groupements de femmes, les femmes fonctionnaires, élèves et étudiants. Des congélateurs, des ustensiles de cuisine, des pagnes et du matériel d'entretien sont offerts. Des messages de sensibilisation sur l'extrémisme violent sont lancés. Au niveau des parlementaires de la région du Poro, nous avons initié un programme de tournée pour sensibiliser toutes les femmes sur l'extrémisme qu'on vit aujourd'hui. Et cette année, nous avons mis l'accent sur l'autonomisation des femmes. Pour l'autonomisation des femmes rurales du Poro, tout le monde s'engage. Madame la ministre a bien voulu s'associer à cette célébration parce que là où on parle de la femme, la ministre de la Culture est présente. Présente pour accompagner les femmes, pour les soutenir afin de pouvoir être autonomes. Les activités régénératrices, quand les femmes ont ça, elles pensent déjà à leur famille. Et quand la femme pense à la famille, c'est tout le monde qui reçoit, et l'homme et les enfants. N'est-ce pas un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Donc ça veut dire que ça réjaillit sur toute la famille. Donc il faut honorer la femme tous les jours que Dieu fait. Pour cette 4e édition de la promotion de la femme, les leaders politiques de la région du Poro se sont engagés à mutualiser leurs efforts. Et puisqu'on parle des femmes, 15 mamans extraordinaires et leaders ont été récompensées récemment par le groupe Fratmat. Des mamans magnifiées pour leur splendeur maternelle, mais aussi pour leur qualité professionnelle. Retour sur le temps fort de cette remise de distinction avec Ismaël Deo et David Soyo. Elles sont célébrées pour leur leadership et leur parcours professionnel inspirant. Ces femmes sont les lauréates de la 3e édition du Wonderful Moms. Elles incarnent un modèle de réussite pour les jeunes générations. C'est vraiment un immense plaisir parce que c'est une modèle pour nous, les jeunes filles mathématiciennes. Un déclic, on va dire, aussi que nous aussi, on peut s'immiscer dans le sillon qu'elles ont déjà tracé. C'est toujours une fierté d'être surtout avec des jeunes. Parce qu'on leur trace l'avenir, surtout les femmes. C'est pour leur montrer qu'il faut persévérer, quelles que soient les difficultés. C'est la plus belle des récompenses de savoir qu'il y a des personnes qui nous reconnaissent comme femmes influentes et mères. Associer ces deux boulots, c'est pas du tout évident. Produit du magazine Femmes d'Afrique du groupe Fratmat, cette distinction met en lumière ces mères et femmes qui impactent positivement la société. La femme est capable de tout et la femme aussi fait tout. Là, on a vu des femmes professeurs de mathématiques, agrégées, doctorats en mathématiques, en cancérologie, etc. Donc c'est des femmes vraiment qu'il faut mettre en avant et surtout que ça serve vraiment d'exemple et de modèle à nos jeunes générations. C'est surtout ça le plus important. Au total, 15 prix Wonderful Moms sont décernés pour cette édition 2024. Une célébration axée sur le thème « Leadership féminin en action, témoignages inspirants de femmes d'impact ». On continue de parler des femmes et des jeunes filles avec l'ONG Bloom qui dresse le bilan de ses activités en milieu scolaire. Créée en 2018, l'organisation non gouvernementale s'est fixée pour mission de lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Elle s'engage aussi à faire éclore une nouvelle génération de jeunes filles conscientes des valeurs sociétales et capables de se hisser au sommet. David Soyo. 6 mois après l'installation des clubs de leadership féminin dans les écoles par l'ONG Bloom, l'heure est au bilan. Nous avons pu procéder à l'installation
de 7 clubs de leadership féminin dans le Grand Abidjan. Et il faut dire que le bilan il est satisfaisant, en ce sens qu'on a pu toucher du doigt le besoin des enfants et on a pu se convaincre par rapport aux réactions que nous avons pu récolter, que justement ce projet-là touchait effectivement un problème réel dans nos établissements scolaires. La lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire passe par l'implication des jeunes garçons, d'où la promotion du concept de la masculinité positive. La masculinité positive, c'est une perspective qui vise à engager les hommes et les garçons dans le respect de la dignité de la femme, dans le processus de déconstruction des stéréotypes sexistes et surtout accompagner les femmes dans leur processus d'autonomisation. Cette rencontre bilan de l'ONG Bloom est l'occasion pour la présidente du Compendium des compétences féminines du Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao, de prodiguer des conseils aux filles de ses condisciples appelés les Bloom Leaders. Ce qui m'a aidé à aller de l'avant, la première des choses, c'est la foi. La foi en Dieu qui est grand, qui peut tout. Et puis la foi en ce que je fais. La deuxième des choses, c'est la détermination. Tout de suite, durant l'échange avec leur mentor, ces jeunes filles semblent avoir reçu leur rudiment nécessaire pour une meilleure version d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour être des leaders demain. Pour l'année scolaire 2024-2025, l'ONG Bloom envisage d'installer des clubs de leadership féminin dans les districts les plus touchés par les grossesses en milieu scolaire. Et on termine ce journal aux États-Unis avec le président Joe Biden, testé positif à la Covid-19 et de nouveau contesté dans son camp. En pleine campagne électorale, il est contraint de suspendre ses activités. Un nouvel élu démocrate appelle Joe Biden à se retirer. Il s'agit de Adam Schiff, représentant de Californie et candidat à un poste de sénateur du même État. Le puissant chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, aurait fait de même samedi dernier. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la dernière édition.